c'est un forum où nous discutons sur la résilience. C'est vraiment intéressant de vous avoir et de voir l'engouement. Nous sommes aussi pressés de vous voir en présentiel dès que la situation dès que la situation le permettra. On peut commencer, Aurélie, je pense, l'introduction. Slide. Oui. Oui, on peut commencer. Voilà. L'écran n'est toujours pas là. Il vient. OK. Attends. Voilà, Fiona. Merci beaucoup, Fiona. Ça marche? Oui, ça marche. Donc, ça marche, c'est bon, Fiona. Merci beaucoup. Mais... Donc, encore une fois, merci. Et on ne finit jamais de vous remercier vu l'engouement que vous portez à cette série de webinaires Alpha Sahel. Merci pour vraiment nous avoir rejoints. Ce webinaire est le troisième du genre. Et nous avons fait les 2 premiers webinaires et compte tenu de l'engouement qu'il y a autour et aussi de l'intérêt que portez sur la thématique par vous-même. Nous avons voulu orienter ce webinaire sur les approches de services climatiques inclusifs pour la résilience au Sahel. Et ensemble, pour Alpha Sahel, à titre de rappel, nous essayons ensemble d'apprendre collectivement ensemble pour pouvoir accompagner la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs face au changement climatique dans la région du Sahel et de façon générale dans les zones arides de l'Afrique de l'Ouest. Pour ce webinaire, nous allons, à travers ce sondage Fiona, et un sondage va apparaître où vous allez, en fonction de là où vous vous sentez le mieux, vous nous dire si vous êtes ONG dans les recherches ou dans les institutions gouvernementales. Il suffit juste de cocher là où vous vous retrouvez et de soumettre à Fiona pour le sondage. Ou bien vous êtes des instituts de recherche. Et Fiona va afficher le sondage tout à l'heure pour voir la configuration de ceux avec qui nous sommes. Fiona, ça reste encore? Mais il y a un peu de gens qui restent. Il y a 3-4 gens qui n'ont pas déjà fait. Et aussi, Aurélie ou Sanoussi, est-ce que vous pouvez faire le screenshot de résultats après de... Oui. Okay, maintenant, c'est 20 on fait. Il y a 2 qui restent. Ou peut-être on peut finir ici. 21. OK, on attend encore un peu. La dernière. On attend encore un peu. Voilà. OK. Voilà. Voilà, intéressant. Donc, voilà la configuration de qui nous sommes autour de ce webinaire. 41% proviennent des ONG, 41% proviennent des organisations, donc sont dans la recherche et ou des organisations scientifiques. Et dans les institutions gouvernementales, nous avons 18%. Donc, voilà une configuration intéressante et qui puisse nous permettre ensemble de voir au cours de ce webinaire sur les approches d'information climatique. Et merci encore une fois. C'est la première fois d'avoir le même nombre des ONG et recherches. Oui. C'est très bon. Bienvenue à tous. C'est vraiment intéressant. Ça traduit cet engouement que nous avons autour de ces échanges. Merci, Fiona. Je peux fermer maintenant? OK. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, ensemble, comme je l'ai dit, ensemble, nous allons essayer de discuter. Slide. Et au cours de premier et deuxième webinaire, il est ressorti un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de points étaient ressortis.
notamment les préoccupations pour ce qui concerne l'augmentation de la pression sur les ressources et les conflits qui en découlent entre les différents usagers de ces ressources du moins, et aussi l'impact du changement climatique qui fragmente les normes sociales. Nous avons vu qu'à ces changements climatiques, il y a cette fragmentation et aussi les structures de gouvernance dans leur fonctionnement. Et aussi, il est ressorti que l'accès à l'information climatique est un défi, d'où ces webinaires. Aujourd'hui, nous allons partager cet avant. Et enfin, la gouvernance des ressources naturelles, comme nous l'avons vu, est critique et doit être plus inclusive au Sahel. Ça, c'est aussi ressorti de nos discussions au cours du webinaire 1 et du webinaire 2. Slide. Comme j'ai eu à l'annoncer, nous allons nous plancher sur des approches inclusives des services climatiques pour la résilience au Sahel de façon générale. Et voilà un plan qui est ainsi élaboré. Après cette introduction, nous aurons une première présentation sur les informations d'alerte précoce pour la région des moyens de subsistance intelligents face au climat, donc à travers l'exemple du Mali. Il y aura une deuxième présentation sur une approche aussi inclusive qui est la planification participative des scénarios pour les prévisions saisonnières et de façon générale et à travers le cas du Niger. Et la troisième, là, nous allons voir ensemble les différentes priorités des acteurs engagés dans la décision d'adaptation au changement climatique à travers le cas du Sénégal. Donc, c'est une approche qui est inclusive, nous allons la voir. Et nous allons essayer de discuter pour voir ensemble quels sont et enfin, on va finir par les prochaines étapes de cette série de webinaires. Slide. Donc, je laisse la place à Angelica. Angelica travaille pour CARE aux Pays-Bas. Donc, elle va nous présenter les informations d'alerte précoce pour la gestion des moyens de subsistance face au climat. Donc, Angelica, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sanoussi. Donc, comme Sanoussi m'a déjà présenté aussi le sujet, je passe au slide prochain. Donc, il y a plusieurs façons de collecter les données pour une réaction de prévention et aussi pour la réponse aux catastrophes. Il y a la collection de données pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour les informations climatiques. Les informations rentrent dans plusieurs systèmes d'alerte précoce et ces systèmes d'alerte peuvent être saisonniers, peuvent être des alertes pour des quinzaines, mais aussi pour des 72 heures. Aujourd'hui, je vais présenter l'utilisation des données pour la prévision des quinzaines et des 72 heures. En première réaction, on peut faire une prévention due aux adaptations pour toute la stratégie des moyens de subsistance. Mais aussi une prévention au niveau des exploitations et communautaires. Si c'est trop tard pour la prévention, ça peut être les actions basées sur les alertes précoces, comme les FPF. Et si encore là, c'est trop tard, il faut faire une réponse. Mais aujourd'hui, ça sera dans la prévention et pour les alertes des quinzaines et des 72 heures. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ici, on voit le schéma du système d'alerte précoce au Mali et on voit déjà que c'est assez compliqué et ce n'est pas forcément rapide. Sécurité alimentaire et pour la gestion des catastrophes. Au Mali, ça se passe en collaboration avec les cadres harmonisés. Il y a également les réseaux de prévention des crises alimentaires, les RPCA,
Et là, normalement, CARE en fait partie. Et il y a aussi les projets. Le projet, c'est pour que ces différents systèmes d'alerte précoce des différents pays dans le Sahel soient harmonisés et que ce soit standard et ces informations rentrent dans le FuseNet par la suite. Donc, ça peut être la météo locale, mais aussi la météo internationale qui a ces informations. Et on voit cela aussi appliqué dans l'application Stamp Plus qui est utilisée au nord de Mali pour les bergers. Mais là, ça c'est une information payante. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pour rentrer un peu plus vers le sujet d'aujourd'hui, donc les alertes de 72 heures, on les a choisis parce qu'ils sont relativement sûrs. Ça, on est relativement sûr des villages sur lesquels la pluie va tomber. Aussi, les prévisions de quinzaine sont relativement sûres. Donc, tout ces oui, mais on ne sait pas, la météo n'est pas bonne. Pour ces deux informations, c'est relativement sûr. Et pour avoir ces bonnes informations, il est important d'avoir un contrat avec les services météo sur place parce qu'eux, ils ont accès à cela. Il y a aussi la photo satellite de biomasse que ACF fait. En fait, ce n'est pas une photo, c'est une image satellite pour les infrarouges. Et ça permet de voir là où la pluie est tombée et ça produit les verdures. Et comme ces verdures vont rester pendant une certaine période, c'est valable pour une certaine période pour les bergers, pour des transhumances, pour voir là où amener les bétails et là où ils vont avoir des difficultés. Mais à quoi servent maintenant les alertes de 72 heures? Donc, si j'en ai ces informations que, en fait, les Croix-Rouge et les organisations humanitaires en reçoivent pour informer la population, je peux les utiliser. Si je sais dans les 72 heures, il va pleuvoir, je peux mettre ma semence dans l'eau, je la laisse tremper pendant 24 heures et comme j'ai déjà maintenant une semence mouillée, même avec une pluie plus faible, je peux semer. Donc avec ça, j'aurai un semé plus rapide et plus sûr parce que s'élever vont donner de bonnes plantes. Ça me permet aussi d'utiliser la pluie depuis la première pluie jusqu'à la récolte. Donc, même une saison pluvieuse relativement courte, je peux l'exploiter en toute longueur là. Et aussi, je peux utiliser les motoculteurs pour faire une semis motorisée pour avoir plus de surface mis en semences. Et le météo de 10 à 14 jours, là, c'est plutôt pour les mesures pendant la saison, mais aussi un peu en début pour me préparer pour dire que oui, bientôt, ça va commencer. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, cette technique de trempage a vraiment montré de bons résultats et été considérée comme un succès parce qu'avec la semence mouillée, j'ai moins de perte de semences. C'est l'exploitation de pluie moins importante pour une j'aurai l'humidité nécessaire dans les graines et dans les sols pour que la levée puisse se faire. Je peux valoriser toute la longueur toute la durée de la saison pluvieuse et j'aurai une meilleure récolte et la récolte sera plus sûre. Et si j'en ai maintenant une récolte plus sûre, ça me justifie la mécanisation des semis par un motoculteur. Prochaine slide, s'il vous plaît. Si on parle de l'inclusion, il faut penser aussi aux femmes qui ont besoin. Pour laver mes habits, si je sais que demain il va pleuvoir, ce n'est pas la peine que je me prépare pour laver mes habits demain. Donc, de savoir quel jour il va pleuvoir et quel jour il ne va pas pleuvoir. S'il vous plaît, mutez le micro là.
Et également pour les activités... Le micro est ouvert, s'il vous plaît, muter. Aurélie, on peut muter le micro. Merci. Aussi pour les activités génératrices de revenus des femmes, comme le séchage des poissons, des légumes, des maniocs, des écorces, ou le jardinage. Les femmes aussi en ont besoin. Également, au niveau des différentes professions, les pêcheurs ont besoin de la météo aussi, mais d'une autre information que les agriculteurs. Également, les éleveurs, comme on a vu tout à l'heure avec l'image de ACF pour la biomasse, ont besoin aussi pour les pêcheurs. Donc, hors de l'agriculture ou agriculture large, moyenne de subsistance, également les services de santé ont besoin des informations météo pour savoir au niveau des moustiques qui vont se développer ou pas et d'autres informations. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, comment l'approche renforce-t-elle la confiance? Si j'ai de bons résultats auprès des agriculteurs, sera écouté. Si j'ai la coopération avec la recherche appliquée au Mali, qu'eux ils ont déjà développé certaines techniques, ça me permet de vulgariser des techniques qui vont réellement donner. Aussi, faire des champs écoles pour la vulgarisation de bonnes pratiques de l'application des informations de la météo, de bien faire ça, et également la décision à chaque personne. Donc, si je le fais ou je ne le fais pas, ça c'est ma responsabilité. Mais si je n'ai pas utilisé l'information, c'est clair. Maintenant, j'avais parlé en tout début que les agriculteurs au niveau communautaire aussi, eux, ils collectent les informations. Ici, on voit l'exemple d'une personne qui observe la pluie tomber. Dans les 2 slides avant, on a vu aussi pour voir la montée de la crue, de rivière. Ça, des informations, ça permet en fait aux paysans de confirmer ce qui était annoncé dans la météo. C'est important pour qu'il y ait ce lien, pour que la confiance à ces informations soit de plus en plus établie. Et également, si ces modèles météo plus confiants, plus local, qui donc sont plus valables pour les agriculteurs sur place. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions. Top. Merci Angelica pour ces informations très intéressantes concernant le Early Warning System. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat box, comme ça à la fin on peut faire la situation. N'hésitez pas à utiliser le chat box. Merci beaucoup. Pour les questions, on peut, comme je l'ai dit, utiliser les chat box. Voilà. Voilà. Aux questions. S'il y a des questions, on lève la main ou on utilise toujours le chat box, ça peut nous aider à avancer. Réaction par rapport à la présentation de Angelica? Sanoussi, il y a une question de Fofana dans le chat box qui demande qu'en est-il de la place des prévisions hydrologiques dans l'alerte précoce? On peut déjà répondre à cette première question. Je viens de la voir. Oui, Angelica, si tu peux, qu'en est-il de la place des prévisions hydrologiques dans l'alerte précoce? Ça, c'est une bonne question, Angelica. Oui, j'ai travaillé au sud du Togo
Là, il y a une alerte précoce pour la prévision hydrologique dans la mesure où, en amont, on a mis les bornes, les oranges, verts et rouges. Et lorsque l'eau en amont est déjà dans le rouge, il téléphone les villages en aval pour leur dire que chez nous, l'eau est déjà arrivée au niveau de la borne rouge. Donc, dans 3 jours, les inondations vont arriver chez vous. Comme l'eau de fleuve, ça prend un peu de temps pour que ça arrive. Donc, de l'eau en amont, on sait qu'en aval, on va avoir des inondations. Donc, ce sont ces informations qui sont utilisées déjà dans certains coins. Au Mali, je ne les ai pas encore vues en application, mais je sais que l'équipe du Mali était formée au Togo. Donc, ça peut être qu'on a mis ça en place. Je ne sais pas si ça répond à Fofana. Il y a autre question? Y a-t-il d'autres questions pour Angelica? Boubé a la main levée si Boubé veut parler. OK. Boubé? Il faut muter. Fiona, tu peux muter ça? Boubé, tu as la main levée, c'est ça? Oui, oui. Bonjour. Oui, oui, tu as la parole. Merci beaucoup, Sanoussi. Bonjour tout le monde. Angelica, merci vraiment pour cette présentation. J'ai pris vraiment la réunion en cours. Je ne sais pas si Angelica a parlé un peu de ce que je vais évoquer en termes de contribution par rapport au trempage. Effectivement, c'est une technologie que nous, au niveau du projet REDSAC, au Niger, on est en train de vulgariser compte tenu de ses avantages en termes d'alerte précoce, de gain de temps pour les semis, pour les producteurs, et pour encore beaucoup plus accompagner la bonne levée des semences, des plants. Donc, on accompagne le trempage avec de l'enrobage, avec des fongicides pour assurer une protection de la graine. Et l'autre avantage, c'est que le trempage permet vraiment d'éviter la pratique des semis à sec qui a en tout cas présenté, qui continue de présenter beaucoup plus d'inconvénients dans ce contexte avait l'habitude de faire les semis à sec pour gagner du temps dans le cycle culturel, trouve ici, à travers le trempage, l'enrobage, une solution par rapport à l'écart du temps pour la levée. Et des témoignages ont pour illustrer vraiment la rapidité de la levée des semis qui sont enrobés, qui sont trempés, enrobés, par rapport à ceux qui ne l'étaient pas, même si les semis non trempés ont précédé les autres de plusieurs semaines. Donc, on constate qu'il y a une grande différence en termes de vigueur des plants, en termes de raccourcissement du cycle culturel. Donc, c'est ce que je voudrais un peu illustrer comme avantage de cette technologie-là. Merci. Merci, Boubé. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut continuer à la deuxième planification participative des scénarios. Slide, Fiona.
Voilà. Voilà, merci Fiona. Donc la deuxième présentation, comme je l'ai dit, c'est une autre approche qui est inclusive et que CARE a développée depuis 2012. Slide. Voilà, donc voilà ce que nous allons voir à travers la présentation. L'approche, c'est quoi? L'approche en bref. Alors, quels sont les acteurs qui sont impliqués? C'est un outil d'aide à la décision, on va le voir, et à la gestion de l'incertitude, et aussi quels sont les défis que nous avons rencontrés et de même que les succès dans la mise en œuvre de cette approche. Slide. Donc, voilà le PSP. En lui-même, c'est, je dis, une approche qui est aussi inclusive et c'est un mécanisme de partage et d'interprétation collective des données météorologiques et climatiques pour aider les communautés et les autorités à convenir des options, à prendre des décisions, à planifier les moyens d'existence qui sont résilients au climat, en lien avec une saison bien donnée. Et l'objectif du PSP, c'est de promouvoir cette intégration des moyens d'existence qui sont résilients au climat et à la gestion des risques dans un processus de planification locale. Les prévisions saisonnières sont disponibles, donc les prévisions par les experts scientifiques. Dès qu'ils sont disponibles, on organise ce mécanisme pour essayer de promouvoir cette intégration des moyens d'existence. Et c'est un processus multi-acteurs qui permet de traduire collectivement ces prévisions saisonnières en des informations qui sont adaptées au contexte local et qui soutiennent la prise de décision et la planification de la saison à venir. C'est-à-dire, c'est vraiment un service climatique qui est régulier. Et comme c'est un service climatique qui est régulier, en ce sens, on essaie d'organiser ce forum, de mettre ensemble ces acteurs pour essayer de discuter et sortir avec quelque chose qui puisse aider tous ces acteurs à prendre la bonne décision en lien avec la saison qui est dite. Donc, c'est une approche vraiment qui est très simple, qui est très flexible et qui peut être adaptée pour fonctionner dans un contexte complexe qui est aussi évolutif. En tant que réponse à la variabilité climatique d'une saison à l'autre et gagne ainsi en force et en engagement institutionnel au fil du temps. Donc, pourquoi il est utile ce PSP? Donc, c'est vraiment des discussions qui sont faites pour ensemble essayer de voir entre les différents acteurs pour bien gérer les incertitudes qui sont telles que nous le vivons. Et ça permet de faire des discussions ouvertes sur ces incertitudes, sur ces risques, et bien d'autres facteurs qui affectent la vie des moyens d'existence. La vulnérabilité est de plus en plus croissante des différents producteurs, en ce sens que les changements climatiques, on le sait tous, exacerbent la façon continue, de façon continue du moins, les vulnérabilités à différentes échelles de temps. Il faudra que les producteurs puissent anticiper sur les opportunités qu'offre la saison, en lien notamment avec ces informations climatiques. Slide. Donc, c'est, je l'ai dit, un processus multi-acteurs qui met ensemble beaucoup d'acteurs. Nous avons, au cours de ces forats qui sont organisés avant le début de la saison, nous avons les météorologues, donc eux qui sont les scientifiques qui prévoient ce que l'année sera en termes de saison, en termes de pluviométrie. Nous avons les communautés pour lesquelles ces informations sont apportées afin qu'ils puissent bien planifier la saison. Les services techniques gouvernementaux accompagnent
ces communautés et aussi, nous avons l'administration du gouvernement et c'est dans le Sahel, généralement, c'est à travers les communes. Et les chercheurs aussi participent, les ONG et les OCV participent et les médias pour à la fin de l'atelier faire une grande vulgarisation de ce qui est sorti de l'atelier, des discussions qui sont issues de l'atelier, des résultats de l'atelier afin que ça profite au grand nombre. Donc le PSP met ensemble tous ces acteurs afin de sortir avec des décisions qui puissent aider les producteurs à bien planifier la saison. Slide. Slide, Fiona. Alors, le PSP, c'est un outil qui aide à la prise de décision. En quoi faisant? Pour les agriculteurs, par exemple, les différentes informations qui leur sont données, les prévisions saisonnières qui sont faites pour l'année, parce que je le rappelle, c'est les prévisions saisonnières qui sont faites, c'est l'année en termes de pluviométrie, que sera cette année, par exemple. Donc, les experts donnent cette prévision et ça permet aux paysans, aux agriculteurs de voir quelle combinaison il va faire dans son champ, par exemple. Quelle combinaison de semences, quelle semence il va faire, quelle combinaison il va faire et où il va semer dans son champ en fonction de la pluviométrie qui est prévue par les experts de la météo et aussi en fonction des savoirs et de savoir-faire locaux, parce que sur la base d'un certain lien avec le fleurissement de certains arbres, lien avec l'arrivée de certains oiseaux, en lien avec le comportement des animaux. Donc, c'est ensemble ces décisions qui sont faites et ça l'aide à prendre la décision. Quelle est la combinaison qu'il va faire et quand il va semer et quoi semer et où il va semer dans son champ. Et maintenant, pour les transhumants, la décision d'aller en transhumance et où il faut aller en transhumance. Parce que les prévisions donnent en termes de pluviométrie, dans telle ou telle région, il va beaucoup pleuvoir et en fonction de cela, le transhumant essaie d'orienter son activité pour aller là où il va trouver des bons pâturages pour ses animaux. Slide. En termes de slide, Fiona. Slide. En termes de succès pour cette approche, depuis que nous avions commencé, nous avions vu qu'il y a beaucoup de discussions sur le savoir et le savoir-faire local et le savoir-faire scientifique. Donc, ce sont ces deux savoirs qui sont mis ensemble et les discussions sont faites autour de ce que sera l'année en termes de pluviométrie, où l'année sera bonne ou elle sera mauvaise. En termes de succès aussi, c'est la promotion des discussions exclusives parce que c'est tous les acteurs qui sont ensemble. C'est les agro-pasteurs, c'est les pasteurs, c'est les services techniques, c'est les gouvernements, les preneurs de décision qui sont ensemble pour pouvoir bien décider de ce que sera l'année. En ce sens qu'il y a une contribution à la prise de décision conjointe entre les différents acteurs. Connaissance qui est susceptible de renforcer le développement des activités agricoles et pastorales en lien avec la saison hivernale. Parce que je l'ai dit, le PSP, il est fait saisonnièrement. C'est en lien avec une saison bien précise. Cette année 2020, on a des prévisions, on organise l'atelier, on discute autour de ces prévisions. Slide. En termes de défis, depuis que nous avons commencé, slide, Fiona, en termes de défis, depuis que nous avions commencé cette approche, et nous avons constaté que en retard et deux fois à retard, donc ça met à mal le démarrage parce que par essence, le PSP, il est fait juste au début de l'année pour permettre la bonne prise de décision pour conduire les activités dans la saison. Donc, nous avons constaté ça devient un défi. Et aussi, les prévisions saisonnières qui sont faites par les scientifiques. Il y a ce défi de pouvoir les traduire de façon que ça soit accessible par les producteurs
et par le grand nombre de producteurs. Et maintenant, aussi, comme défi, nous avons vu, parce qu'au bout d'un PSP, il y a une planification qui est faite, il y a un plan de communication qui est fait. Dans la mise en œuvre, ça devient un défi pour les acteurs. Sorti comme résultat du PSP, c'est arrivé comme défi. Et slide Fiona. Et enfin, slide. Au cours du PSP 2019, nous avons recueilli un témoignage qui est poignant d'un pasteur. C'est lui qui est ici à l'image, Raouda Dengui. C'est un pasteur qui était présent à l'atelier PSP 2019 et qui malheureusement n'a pas pris en compte toutes les recommandations, tous les avis, tous les conseils issus des discussions entre les différents acteurs. Donc, il s'est entêté à aller en transhumance, malgré qu'au niveau du PSP, on a bien indiqué que dans la zone, il y aura des postes de sécheresse. Alors, il est parti. Et il est malheureusement pris par tout ce que la télé a prévu et il a vu, malheureusement, il a perdu beaucoup d'animaux parce que là, dans la zone où il a été parti, tel que ça a été dit dans le PSP, il y avait eu une revenu malheureusement avec des animaux qui sont morts, d'autres qui sont beaucoup plus faibles. Il était contraint à déstocker une partie de son troupeau. Et c'est à l'atelier maintenant, à cet atelier de cette année, il faisait beaucoup de choses et qui nous a donné beaucoup de leçons à nous et aussi aux différents pasteurs. Donc voilà, en gros, ce que j'ai voulu vous présenter sur cette approche, le PSP. Merci, et maintenant à vos questions. Et je pense pour les questions, on va voir dans le chat box directement où on peut lever la main au besoin. Merci beaucoup. Et les questions, Aurélie, on peut gérer la suite pour les questions? Oui, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à la poser. Je vois Adeline, tu as la main levée, vas-y, tu peux poser ta question à Sanoussi. Oui, bonjour, merci pour cette belle présentation. Moi, je me posais des questions au sujet des choix que les agriculteurs pouvaient faire sur les semences, les espèces ou les variétés qu'ils allaient choisir en fonction des informations climatiques que vous leur transmettez. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment ces choix-là sont discutés? Et est-ce qu'on est plutôt de l'ordre de discussions collectives avec des choix collectifs qui sont faits sur les semences choisies ou alors de l'ordre du choix individuel? Oui, c'est les deux aspects ici. Du moment où, au moment de l'atelier, en fonction de ce que sera la saison, elle sera pluvieuse. En fait, l'avantage pour le CPSC, parce que les prévisions nous donnent de façon localisée où il va y avoir beaucoup de pluie, où il va y avoir des poches de sécheresse. Entre les pluies, il y aura en début, il y aura des poches de sécheresse, ou à la fin de la saison, il y aura des poches de sécheresse. Donc, ce sont ces informations qui tiquent les producteurs. De façon collective, ils peuvent décider de dire pour cette année, parce que nous allons nous orienter vers tel type de semences améliorées pour qu'ils puissent résister à cette poche de sécheresse, par exemple. Donc, c'est des décisions comme ça qui sont faites et le choix, il est fait dès l'atelier. Maintenant, au sortir de l'atelier, il y a des choix individuels qui sont faits parce que ceux qui n'étaient pas à l'atelier ont entendu les résultats de ces PSP. Maintenant, à leur niveau, c'est des choix individuels, chacun en fonction de ce qui a été dit, de ce que sera la saison. Il y aura beaucoup de pluie, il y aura un démarrage précoce, il y aura une poche de sécheresse. Maintenant, la décision est prise de savoir, je vais utiliser telle semence qui est adaptée à la situation précise décrite par le PSP. Donc voilà, c'est aux deux niveaux qu'il y a cette prise de décision sur les semences adaptées. Et l'exemple que je pourrais donner, on a fait, c'était l'année dernière, pour l'année après les PSP, c'était directement maintenant les représentants des producteurs qui sont là, ils se discutaient entre eux sur voilà, parce que cette année, il y aura
des poches de sécheresse, nous préférons utiliser les semences qui sont résistantes à cette sécheresse. C'est-à-dire nos semences traditionnelles que nous utilisons, ils peuvent résister 2-3 mois avant de clore. Donc voilà, c'est ça de discussion. Donc la prise de décision, elle est à 2 niveaux, collectif et individuel. Merci Sanoussi. Je vois aussi des questions de la part de Norman dans le chat qui demandait, au-delà de la présence des médias, comment l'information est-elle vulgarisée vers d'autres agriculteurs, pasteurs présents dans la zone? Et aussi, à quel niveau géographique il est pertinent de réaliser les analyses PSP? Et voilà, donc au-delà de la présence des médias, ce que nous suggérons, en fait, les médias sont pour nous les portes d'entrée pour une vulgarisation à grande échelle de ces résultats. Donc maintenant, au-delà des médias, parce que nous utilisons les médias locaux, puissent diffuser pour que le maximum puisse entendre ce qui est sorti de PSP, ce que sera la saison. Maintenant, au-delà des médias, ceux qui sont à l'atelier, les différents acteurs qui sont à l'atelier, le cadre de projet, ça s'organise, hélas, des différents résultats des PSP. Donc, et chacun qui vient pour une communauté est censé être un porte-parole qui, au-delà de ce que la radio va dire, lui, il fait la vulgarisation une fois retourné dans son village. Ça peut être au cours des cérémonies, au niveau des puits, au cours de rencontres au niveau d'un village bien précis. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette session, à cette question du moins. Maintenant, pour la seconde question, la seconde question parle de les analyses. Voilà. Le PSP, nous le faisons au niveau communal. Donc, c'est au niveau d'une commune bien précise que ces acteurs sont réunis et ils discutent. Et maintenant, pour la vulgarisation, ça peut aller au-delà de la commune. Parce que c'est les radios qu'on utilise ou même les personnes entre eux. Donc, l'échelle, elle est la plus grande possible, là où les ondes de la radio, les ondes des médias peuvent atteindre. Au-delà de la commune, bien sûr. Comment prenez-vous en compte la question des langues dans la diffusion des informations? Kamissou, je te donne la parole juste après. Bonjour. La question des langues. Kamissou, excuse-nous. La question des langues. OK. En fait, le PSP, il est fait en langue du terroir. C'est-à-dire le forum en lui-même, il est organisé et il est fait en langue. Tous ces acteurs qui sont présents, on le fait en langue pour que les producteurs qui sont présents puissent s'approprier de ce qui est dit. Donc, nous essayons de traduire toutes les prévisions qui sont faites par les experts de la météo en langue locale qui est accessible à ces communautés et qui est aussi accessible une fois la diffusion est faite par les médias. Donc, la question de langue est gérée en ce sens. Nous faisons toutes les discussions en langue locale de là où nous sommes, ça dépend. Par exemple, chez nous au Niger, tant qu'on le fait, ça peut être, si c'est dans une zone germain, on le fait en germain. Si c'est dans une zone Hausa, on le fait en Hausa. Et si c'est dans une zone Peul, on le fait en Peul. Voilà, maintenant pour au moment de la diffusion par les radios, nous choisissons toutes ces 3 langues, par exemple. Si les 3 langues sont prédominantes dans une zone bien donnée, on essaie de faire la diffusion en Hausa, Merci beaucoup, Sanoussi. Du coup, il y avait une dernière question peut-être de Kamissou. Kamissou, est-ce qu'il est allé? Il est parti, je crois.
Il faut rouvrir le micro, Kamissou. Je suis en ligne. Bonjour donc à Aurélie, bonjour à tous. En fait, c'est juste une contribution plutôt par rapport aux réponses qu'a apportées Sanoussi. Par de prévision saisonnière. C'est vrai, donc les conditions météorologiques vont au-delà, peuvent aller au-delà des communes. Bien sûr, donc l'analyse, on définit bien, c'est-à-dire c'est relatif au terroir donc communautaire. De leur terroir. En réalité, donc, c'est ça, on peut dire, l'espace géographique de l'analyse du PSP. Donc, ça peut quand même aller au-delà de la commune ou plus ou moins. Donc, c'est ça, comme Sanoussi l'a dit. Et par rapport aussi à la diffusion de résultats de prévisions, oui, Sanoussi l'a dit, donc nous faisons. Mais aussi, on valorise ou on met en actif les acteurs des différentes organisations communautaires qui sont là, qui contribuent aussi au SCAPRU, le Centre communautaire d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Donc, ils font partie généralement à l'équipe de ces discussions, de ces planifications saisonnières participatives. Et du coup, ils ont aussi la lourde responsabilité de véhiculer, de partager le résultat donc, à tous les utilisateurs, à tous les acteurs du développement, à tous les producteurs locaux. Voilà ce que je voudrais contribuer aussi. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Kamissou. Et du coup, bon, ça sera la dernière question sur cette présentation. Youssouf, je vous laisse la main aussi. Oui, bonjour. C'est Youssouf. Bon, je vous ai pris de court, hein, mais j'ai quand même entendu la présentation de Sanoussi. Donc, je voulais poser une question sur comment est-ce que vous gérez un peu les incertitudes par rapport aux prévisions météorologiques, d'autant plus qu'on sait souvent il faudra une très bonne communication par rapport à la prévision. Et aussi, comment est-ce que vous faites le suivi? Parce que nous ici, après, on appelle ça des groupes pluridisciplinaires où tous les secteurs se réunissent avec nous chaque 10 jours pour mieux, n'est-ce pas, gérer ce suivi de la campagne. Est-ce que vous êtes dans cette circonscription ou comment vous faites? Oui, pour la gestion de l'incertitude, en fait, quand on parle de prévision, généralement à la fin, même les experts, ils disent, c'est juste des prévisions. Et ils conseillent, par exemple, les prévisions avec lesquelles nous travaillons, c'est des prévisions faites par les experts de PRESAS du moins, les prévisions saisonnières en Afrique subsaharienne et au Sahel. Donc, ils le disent eux-mêmes que c'est des prévisions et que maintenant, le suivi continu de ces prévisions parce qu'ils mettent ça à jour chaque mois. Et l'idée, après un PSP, c'est que ce qui est recommandé, c'est qu'à la fin de chaque mois qui suit le PSP, on fait une sorte de mise à jour. Et là, nous le faisons nous à travers les médias, une fois qu'on a les informations mises à jour par les experts. Donc, elles sont faites à travers les médias parce qu'on ne pouvait plus encore revenir organiser d'autres PSP. Et généralement, c'est fait par un projet, le PSP. C'est l'équipe du projet. On a un plan qui est fait à la fin du PSP, comme je l'ai dit. J'ai parlé de ce plan, du défi qu'on a à suivre ce plan. Donc, il y a un plan qui est fait de différentes actions qui sont issues des discussions avec tous les acteurs. Donc, l'équipe du projet est chargée de suivre la mise en place de ce plan. Et à la fin, on fait été dit dans les PSP,
en quoi ce qui a été dit dans les PSP ont été atteints, en quoi les objectifs donc ont été atteints, en quoi les informations ont été vérifiées sur le terrain dans la mise en œuvre par les process et l'évaluation qui le dit. Mais pour le suivi, il est fait de façon continue par l'atelier. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question de suivi. Merci Sanoussi et merci Youssouf. Comme on a déjà dépassé notre temps prévu pour les questions-réponses, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. Sanoussi pourra y répondre. Si vous avez rejoint en cours de route, vous pouvez mettre votre nom, prénom et organisation dans le chat box aussi pour qu'on sache exactement qui est avec nous. Et du coup, je vais passer la parole à Adeline de l'IRD pour la prochaine présentation. Merci. Est-ce que ce serait possible de réactiver le partage d'écran, que je puisse partager avec vous mon écran pour moi? Alors. Adeline, host, co-host. Ça marche maintenant? Oui, ça marche. Ok, très bien. Et du coup, voilà. C'est bon pour vous? Pour l'instant, c'est les emails qu'on voit. Ah, maintenant, c'est la présentation. C'est bon. La présentation. Et là, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du projet AMA 2050. On va se placer dans un contexte un petit peu différent des présentations qui vous ont été faites précédemment. Le projet AMA d'Afrique de l'Ouest, mais à un horizon un petit peu plus lointain, à l'horizon 2050. Et une partie du projet s'intéressait aussi à son impact sur l'agriculture. Donc, c'était un consortium qui réunissait, pluridisciplinaire, qui réunissait à la fois des chercheurs en climatologie comme jusqu'aux agronomes. Et dans le cadre de ce séminaire aujourd'hui, je vais vous présenter le fruit d'une collaboration assez féconde entre des instituts de recherche, dont l'ISRA au Sénégal, et avec des acteurs de la société civile. Notre objectif était de contribuer à renforcer le dialogue entre acteurs impliqués dans la prise de décision pour l'adaptation au changement climatique et essayer d'identifier des leviers pour rendre cette prise de décision plus inclusive. Donc, pourquoi cette étude? Quand on souhaite mettre en place des options d'adaptation, on fait souvent face à des tensions, à des difficultés pour les mettre en place sur le terrain. Et parmi les choses qui ont été entre soit les disciplines, soit les secteurs, soit les niveaux de décision, il peut y avoir aussi un certain nombre de difficultés liées à la compréhension de ce que représente le changement climatique à un horizon un peu plus lointain, à cette échelle temporelle, ou au niveau des incertitudes qui peuvent être associées aux différents scénarios, aux différents modèles. Après, il y a la prise de décision aussi sur les options d'adaptation elles-mêmes qui peuvent être de nature très différente, de biotechnologique à plutôt écosystémique. Et enfin, quand il s'agit de prendre des décisions sur des options d'adaptation, il y a une pluralité d'acteurs qui est concernée, à la fois des décideurs comme jusqu'aux agriculteurs. Et que dans cette diversité d'acteurs, il y a aussi une diversité de relations et de jeux de pouvoir qui peuvent se mettre en place et qui complexifient la prise de décision. Donc, dans ce contexte, on s'est posé la question de comment et pourquoi renforcer le dialogue entre acteurs pour aller vers une coproduction d'options d'adaptation. Et on a choisi une approche singulière et performative au travers du Théâtre Forum. Donc, qu'est-ce que c'est le Théâtre Forum? Le Théâtre Forum est issu d'une forme de théâtre participatif qui permet une expérimentation collective autour d'une thématique donnée. Alors, ce n'est pas un théâtre d'éducation,
C'est plutôt un théâtre qui présente des scènes d'analyse et d'expérimentation. C'est un outil de transformation sociale. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la co-construction avec l'ensemble des acteurs d'options ou de discussions ou d'identification de défis ou de difficultés. Et dans le cadre du projet AMA 2050, association avec une troupe de théâtre, les Kadouilles Rares, qui a développé une pièce de théâtre qu'on a nommée « Je m'acclimate dont je suis » et que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Donc, aujourd'hui, vous ne serez pas simplement spectateur, mais aussi acteur. Après une courte introduction et une présentation de la pièce de théâtre, on va vous présenter un petit film qui présente en un peu moins d'une dizaine de minutes la pièce de théâtre. Et l'idée, c'est, on vous propose de vivre cette expérience de théâtre. Et je vous invite à être attentif, car dans une deuxième partie, nous vous inviterons à juger l'attitude et les actes de chacun des personnages présentés. Et dans une troisième partie, nous vous inviterons à réfléchir collectivement à des actions concrètes pour changer la situation et les tensions qui sont présentées dans la pièce. Au Sénégal et a été présenté dans différents contextes, à la fois dans le cadre de l'atelier du projet AMA qui réunissait des chercheurs et des autorités nationales, mais également devant d'autres acteurs de la recherche ou devant des acteurs de développement, autorités locales et des groupes de travaux pluridisciplinaires. Ça a été présenté à différentes reprises et a fait l'objet à chaque fois de discussions avec les personnes qui étaient présentes pour assister à cette représentation. Donc, je vais vous présenter en quelques minutes la pièce et je vous invite à être attentifs parce qu'on en discutera à l'issue du film. Je vous remercie. Alors, je me permets d'arrêter juste une petite minute pour vous dire qu'il y a des textes en anglais qui sont sous-titrés. Et si jamais, à certains moments, vous avez les sous-titres seront aussi présents dans le chat en français. Adeline, on n'entend pas le son. Ah, vous n'entendez pas le son. Alors, je vais essayer de monter. Est-ce que tu as des écouteurs, peut-être? Oui. Ah, voilà. C'est peut-être ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Il n'y a toujours pas de son, non. Ah, là, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Doit s'adapter, de faire face à des enjeux majeurs liés au réchauffement climatique. Mais quelle trajectoire d'adaptation choisir pour répondre au mieux à la pluralité des enjeux? Quelles incertitudes sur le climat du futur? Comment concilier les intérêts parfois divergents des divers acteurs impliqués? Comment imaginer et réaliser les stratégies d'atténuation et d'adaptation nécessaires? Face à ces questions, et afin d'identifier les responsabilités. Désolée, j'ai eu un... Je vous le remets... Face à ces questions, et afin d'identifier les responsabilités partagées, AMA 2050 a développé en groupe de théâtre Kadouilles Rares une pièce de théâtre-forum. Le théâtre-forum est une forme de théâtre participatif qui a été spécialement développée pour discuter des relations d'oppression et de pouvoir entre les différents personnages. La pièce explore les difficultés rencontrées lors de la mise en place d'options d'adaptation pour l'agriculture de demain et compare les expériences, les agendas et les motivations parfois contradictoires des acteurs impliqués dans l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Bailleurs, scientifiques, élus locaux et agriculteurs. 2, 3, action!
La première scène nous transporte en 2050 dans un village africain. Un vieil agriculteur, un ancien élu et un chercheur agronome à la retraite se retrouvent sur la place du village. Ils expliquent à une journaliste qu'autrefois, des champs productifs entouraient le village. La journaliste s'étonne alors de l'état désertique des champs aujourd'hui. La deuxième scène se déroule aujourd'hui, en 2020. Elle réunit l'agriculteur, l'agronome ainsi que les membres du village. L'élu est fier d'annoncer la venue d'un climatologue qui tente d'expliquer aux villageois le résultat des recherches de son institut. Et voilà, il y aura beaucoup d'incertitudes. Et que si vous voyez là, Dans la troisième scène, les villageois discutent entre eux avec le chercheur et l'élu du village. Ils se mettent d'accord pour monter un projet sur une meilleure gestion de la fertilité. Parce que nous, on a toujours connu des changements avec des années bonnes et pas bonnes, ça c'est sûr. Je crois que si on reste sur la fertilité, ça va permettre qu'on passe les mauvais rendements. Et qu'est-ce que vous dites les objectifs? Le prix, sans qu'on voler, il y a un compost bas. Ça, c'est une très bonne idée. Du fédéral et du niébé. Ça va de pair avec les recherches. Donc, je pense qu'il faut qu'on actionne ensemble. Pas de problème. Comme tout le monde est d'accord, moi, je vais même aller chercher. Dans la scène suivante, l'élu et le chercheur vont demander des fonds à un bailleur international pour le projet décidé par la commune villageoise. Je reviens de chez vous. Ils ont une variété de maïs extraordinaire qui produit 4 tonnes à hectare. Oui. Avec ça, qu'allons-nous faire pour le problème de la température, qui aura un impact fort sur la fertilité des sols? Hein? Ce n'est pas la température le plus gros problème, mais les mauvais rendements des spéculations utilisées. Nous avons déjà mis énormément de temps sur ce projet. Et c'est ça la volonté de tout le monde. Je vous finance 5 ans de recherche. 5 ans? Pour que vous l'adoptiez aux conditions de température. Et pour la fertilité des sols, on achètera même les engrais chinois. Ils sont au top. Les Chinois. Je propose de mettre les premières dans mon village. Ça va créer des emplois. Assez compris. Merci. De retour au village, l'élu et le chercheur retrouvent l'agriculteur, qui vient d'être nommé responsable des producteurs de mil de la région. Il les questionne sur l'avancée du projet de compost. Ndaxte des produits 4 tonnes à l'hectare. 4 tonnes à l'hectare. ñeenti yoon suñu dugub bi. kon moom dañ ko war a jël yeesal ko adapté ko ndaxte xam nga maral bi faaw ñaar ko trouver système bi. am na bëri. mais pour les faire instrumentales, on l'a fait.
La dernière scène nous ramène en 2050, devant les champs désertiques. Pensez-vous vraiment pouvoir rester à la variabilité du climat avec cette seule stratégie? C'est toi le cultivateur. Réponds-le. C'est toi le chercheur. Réponds-le. Comment vous voulez que je réponde à la place du climatologue? À l'époque, je vous avais bien informé. Et vous aviez même dit que vous avez compris. On n'avait rien compris. Stop! Dans cette approche théâtrale, la représentation de la pièce est toujours suivie d'un forum, permettant au public de donner son point de vue sur ce qu'il a vu. Pour initier le débat, la troupe de Kadou Yara réalise ce qu'elle appelle un procès. Le comportement de chacun des personnages est soumis à l'analyse des spectateurs. À expérimenter collectivement des solutions pour améliorer les tensions présentées dans la pièce. Maintenant, c'est à vous de juger. Donc, voilà, on vous a présenté la pièce. Maintenant, on aimerait vous proposer de vous mettre dans cette position de juge. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est votre ressenti par rapport à la pièce. Et vous avez deux choix. Chaque personnage, vous pouvez considérer qu'il a bien agi. Et dans ces cas-là, on le placerait à l'ombre bienveillante, sous les nuages ou sous les arbres. Et à l'inverse, vous pouvez considérer que le personnage a mal agi. Et dans ces cas-là, on le placerait sous le soleil brûlant du Sahel. Donc, vous avez normalement un sondage qui vient de s'afficher sur votre écran. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en avez pensé? Ou est-ce que vous passeriez chacun des personnages? Là, je vous remets une petite slide qui vous présente les personnages. Vous avez la journaliste. Ah, pardon, j'ai un petit souci ça va plus se remettre en plein écran. Voilà. Vous avez la journaliste, le chercheur, l'élu régional, le directeur de fonds, le climatologue, l'agriculteur du village et l'agricultrice. Est-ce que vous avez eu le temps de tous voter? Pas encore, il n'y a que 2 personnes qui ont voté. Je vous rappelle, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous pensez que ces personnages ont bien agi, selon vous, ont eu un comportement qui vous paraît juste et adapté à leur rôle, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'ils auraient pu mieux agir et qu'ils ont mal agi? Là, on vous demande, voilà, s'ils ont mal agi, de les placer sous le soleil, et s'ils ont bien agi, de les placer à l'ombre. Aurélie? Oui. Aurélie? Oui. Aurélie? Oui. J'ai même envoyé un mail, j'ai tout de suite écrit de nous envoyer toutes les présentations après la réunion. Parce que nous, on n'arrive pas à avoir, il y a trop de coupures, ça ne va pas avec le réseau, on n'a pas de son. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls. Merci. Je pense qu'on va gérer ça, Oumar, on va gérer ça à la fin de... Maintenant, vous arrivez à voir l'écran? Mais c'est après le passage de ce sketch-là que l'écran est revenu. Sinon, nous, on ne l'avait pas. Ok, c'est bon. Donc, on va continuer comme ça marche.
Pas de problème. On partagera toutes les présentations à tout le monde après. Ne vous inquiétez pas. Encore quelques secondes pour voter, pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Encore 10 secondes. Je vais mettre fin au sondage alors, comme ça tout le monde va le voir apparaître. Et voici. Adeline, je te laisse du coup le... Donc, c'est intéressant ce que vous avez répondu, parce que vous pouvez voir à première vue que tout le monde n'est pas d'accord. Si on regarde le directeur du fonds d'investissement, pour 40% d'entre vous, vous le placez à l'ombre et 60% au soleil. Et le climatologue est plutôt... tout le monde est plutôt content. En majorité, vous le placeriez à l'ombre, donc il aurait bien agi. L'agriculteur, de la même façon, à 60%, vous considérez qu'il a bien agi. L'agricultrice également. Et par contre, vous êtes à l'inverse pour l'élu local, 80% à considérer qu'il a mal agi. Donc, je vous propose qu'on discute 3 personnages et qu'on rentre un peu plus dans le détail de savoir pourquoi vous avez considéré qu'il avait bien agi ou mal agi. Donc, si on commence par le climatologue, est-ce que l'un d'entre vous qui l'a mis sous le soleil pourrait nous dire pourquoi il l'a mis sous le soleil? Ou à l'ombre, hein. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Si vous voulez, je veux bien expliquer pourquoi j'aurais mis au soleil. Oui. Pour moi, le climatologue, il a fait un constat qu'il n'était pas sûr comment ça va se développer. Il n'est plus revenu au village. En fait, la climatologie, ce n'est pas un one-shot. La météo, je l'écoute chaque jour, je les regarde pour demain, 3 jours en avant, et je vais regarder encore pour m'adapter à ça. Le climatologue n'est pas resté avec la population ou avec eux au fur et à mesure qu'il a plus d'informations, et vraiment pour les encadrer. Merci. Merci. Donc, si je résume votre intervention, poursuivre la collaboration avec la communauté et revenir ou continuer à discuter. Oui. Est-ce que d'autres personnes veulent expliquer aussi pourquoi ils l'ont mis au soleil ou à l'ombre? Oui, je peux me lancer? Oui. En fait, pour moi aussi, j'abonde dans le même sens que Angelica. En fait, l'idée pour les informations climatiques, c'est des informations qui sont mises à jour. Et pour le climatologue, comme on a dit, il aurait été bon pour lui de revenir pour en fait rafraîchir ou bien actualiser les prévisions qu'il a faites avec les communautés. Comme cela, autour des discussions,
ça va beaucoup aider à une meilleure prise de décision de l'agriculteur et de l'agricultrice, et même des conseils, du conseiller qui est là présent dans la scène. En fait, c'est dans ce sens que je vois. Et pour moi, c'est ça, il aurait dû venir de façon régulière pour pouvoir faire une sorte de mise à jour. Comme on parle des prévisions saisonnières, là aussi, il y a des incertitudes autour de ces prévisions. Ça peut changer à tout moment. Donc, c'est une idée, c'est une idée qui renforce aussi la première, avec l'idée que la communication entre... Est-ce qu'à l'inverse, il y en a parmi vous qui ont mis le climatologue à l'ombre? N'hésitez pas à lever la main, ou bien vous pouvez même... Ouais. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout est, c'est justement l'intérêt de cette approche. Parfois, c'est juste des ressentis qu'on a qui font qu'on place le climatologue à l'ombre ou au... Est-ce qu'il y en aurait un dernier, sinon pour le soleil? Ce pauvre climatologue qu'on va mettre tous au soleil. Passer sur un autre personnage. Cette fois-ci, si on parlait de Sidibé, qui est la directrice du Fonds d'investissement pour le développement agricole, qu'est-ce que vous en pensez? D'être au soleil. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi elle mérite d'être au soleil? C'est toujours dur de se lancer, mais n'hésitez pas. Comme le disait Adeline, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je peux vous... Parce qu'il jugeait qu'elle était dans son rôle de directrice de fonds d'investissement. Et que même s'il n'était pas d'accord avec les choix qu'elle faisait, en tant que bailleur et en ayant l'argent à sa disposition, elle avait bien le droit d'en disposer comme elle le souhaitait. Je vois la main de Rachel qui est levée. Oui, je voulais me lancer puisque vous cherchez un candidat pour dire que j'entends bien que c'est bien de distribuer de l'argent et de soutenir des actions, mais pour moi, c'est déconnecté du besoin et j'étais très gênée quand elle faisait mention des semences qui sont modifiées, qui sont stériles. En fait, elle propose une solution qui me semble être déconnectée du besoin et de la réalité du terrain et un peu trop hâtive par rapport au contexte. En fait, ce qui la met au soleil, c'est le fait qu'elle ne fonde pas son financement sur les besoins des communautés. Sur un diagnostic, oui. Sur un diagnostic. Oui. Et la solution aussi très technologique, c'était aussi notamment cette question des engrais ou des fertilisants, je ne me souviens plus comment c'est expliqué. Je trouve que c'est un duo qui n'est pas très rassurant à cette étape-là. Oui, c'était aussi parmi les choses qu'on souhaitait discuter. Est-ce que d'autres qui l'ont mis au soleil pourraient nous dire pourquoi ils l'avaient mis au soleil? Excusez-moi, je veux bien prendre la parole. Je suis Maïmouna. En fait, je n'arrive pas à trouver sur mon écran le...
Oui, je pense qu'elle mérite d'être au soleil. J'abonde dans le même sens que celle qui a parlé avant moi parce que, effectivement, bon, même si elle est dans son rôle, on ne tient pas compte véritablement de la vie du quotidien des agriculteurs, de ce qui peut vraiment leur permettre de sortir de situations difficiles qu'ils vivent au quotidien. Donc, apporter ce qu'ils apportent, ça ne permet pas déjà à la population locale de continuer à cultiver des espèces endémiques et à les maintenir sur le terroir parce que ça reste une richesse aussi. Et également, ce n'est pas dans le sens, comme ça a été dit, du besoin de ces populations-là, si bien que c'est peut-être même de façon globale souvent comment dirais-je, un des travers de beaucoup de projets de développement, c'est qu'on vous apporte, certes, dans un milieu précis, des activités, un savoir-faire et autres, mais très souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'une fois le projet fini, les actions qui ont été menées, peu et rares sont les actions qui restent de façon pérenne, parce que très souvent, on n'a pas vraiment tenu compte des attentes, des besoins et des aspirations des populations locales pour cette mise en œuvre. Il y avait un fonds, il y avait un investissement à faire. C'est ça qui primait et très peu donc les attentes, les besoins et les soucis des populations concernées. Merci. Merci. Donc c'était une réponse très complète qui mentionnait plusieurs points sur le fait que quelque part, ça ne permet pas à la population locale de maintenir la diversité qu'elle cultive, que ça ne répond pas non plus aux besoins de cette population puisqu'ils n'ont pas été consultés et que quelque part, ça reflète une réalité d'un certain nombre de projets de développement et qu'en faisant ces choix-là, une fois le projet fini, ça ne permet pas la poursuite du projet dans les mêmes conditions. C'est bien ça que vous vouliez transmettre? Tout à fait, c'est exactement ça, vous l'avez bien résumé. Donc, merci à vous pour toutes vos réponses. Alors, c'est un exercice un petit peu court, on va juste passer sur deux personnages, le directeur du fonds d'investissement et le climatologue. Dans un vrai exercice de théâtre forum, on aurait passé en revue tous les personnages et on aurait discuté collectivement à savoir si au final le groupe les mettait plutôt à l'ombre ou plutôt au soleil. Là, l'exercice est un peu court pour faire ça et je vous propose de continuer avec une autre partie du théâtre forum qui est importante, qui est celle où on se pose la question de, compte tenu des tensions qui sont mises en place, est-ce qu'on peut voir ce théâtre forum comme une opportunité d'origine assez variée, soit d'ONG, de recherche ou d'instituts gouvernementaux, avec votre vision, avec vos expériences, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans la pièce pour surmonter les défis présents? Alors, vous avez carte blanche, vous pouvez soit changer un personnage, soit ajouter un autre personnage, soit essayer de proposer une solution. Dans l'exercice tel qu'il serait mené, on vous proposerait de monter sur scène et d'échanger avec les comédiens pour mettre au débat collectif vos propositions. Là, je vous propose de les proposer à l'oral. Est-ce que vous avez des choses des idées qui permettraient de changer ce qui a été présenté? Vous pouvez être le bailleur, vous pouvez être le climatologue, l'agriculteur. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Je facilite, mais je vais peut-être me lancer. Après, je donnerai la parole. Mais je me disais qu'on a pas mal parlé dans les webinaires Alpha Sahel des conflits entre les différents utilisateurs, entre agriculteurs, éleveurs ou compagnies privées qui peuvent aussi utiliser les ressources et on peut avoir une forte compétition. Donc peut-être que cet aspect de compétition entre les utilisateurs pourrait être intéressant à mettre un peu plus en avant dans le théâtre forum.
Voilà. Donc là, la proposition, ce serait aussi d'intégrer la compétition qui peut exister entre les différents acteurs. Oui. Et comment on pourrait apaiser cette compétition? Vous avez une... Je n'ai pas forcément d'idée tout de suite, mais peut-être que d'autres ont des idées. Je vais pas de Brigitte. Brigitte, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. On m'entend? Oui. Voilà, quand j'écoute, peut-être que je n'ai pas tout écouté, je ne vois pas la prise en compte de l'expertise locale, en fait, des connaissances paysannes, en fait. Comment est-ce qu'on peut mettre ça aussi en exergue? Parce que l'agriculteur, il est là, mais quand même, il y a quelquefois certaines connaissances qui permettaient d'être quand même un peu résilient au changement climatique, puisque c'est peut-être pas maintenant que ça a commencé, des poches de sécheresse ont toujours existé, certaines choses ont existé. Et au niveau local, quelquefois, les gens ont développé. C'est bon si on pouvait introduire ça pour voir comment est-ce que le bailleur de fonds intègre ça dans son financement pour qu'effectivement ça réponde aux aspirations des agriculteurs et en tout cas des acteurs. Quoi. Merci. Merci. Et est-ce que vous avez une idée de comment faire en sorte que le bailleur de fonds intègre mieux l'expertise locale dans sa décision? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter cette intégration? Bon, je n'ai pas une idée exacte. Hein. Mais bon, j'ai lancé l'idée, mais je n'ai pas une idée exacte. Je ne sais pas si c'est l'agriculteur doit intégrer ça pour que ça soit pris en compte. D'accord. Dans la lancée de Brigitte, au Sénégal, on a pu mettre les guérisseurs, la connaissance sur la santé locale dans le cadre de ces discussions. Au niveau de... Parce qu'eux, en fait, ils observent certaines plantes et ils ont des informations climat qui sont liées à l'agriculture. Donc, ça peut être les autorités traditionnelles qui peut être intéressant pour être ajouté à ces pièces. Donc, votre idée, ça serait que, en fait, on n'a peut-être pas ciblé tous les personnages qui seraient importants à prendre en compte, et notamment les autorités, enfin les plus de poids aux savoirs locaux et au rôle des agriculteurs, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je pense. D'accord, c'est aussi une possibilité, oui, de rajouter un personnage. Et vous le feriez intervenir à quel moment? Au moment des discussions, à quel moment des échanges, avec quels autres acteurs? Il peut être présent au village lorsque le climatologue arrive pour expliquer le changement climatique, mais il peut être là aussi à la fin pour dire que je vous ai dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Je n'ai pas pu intervenir. On ne les écoute pas. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir? Je vois 2 mains levées. Peut-être que ce sera les 2 dernières réactions. Alpha en premier. Alpha Oumar. OK. Merci de me donner la parole. Évidemment que pratiquement, je vous ai dit déjà qu'on a un problème de connexion. Je crois, dans ce système-là, la valorisation des connaissances endogènes positives est une des priorités en matière de ce projet, si je comprends bien. Parce que si, suivant les notations que j'ai vues en place, je n'ai pas vu tout, parce que je vous ai dit déjà, on a un problème. Et
mettre les gens au soleil, d'accord, parce que, bon, suivant il se peut la rentabilité, suivant ma réflexion, hein, mais si je comprends bien, des fois, il faut considérer ce que le paysan a comme connaissance. Cette connaissance est toujours une des priorités. Même d'ailleurs, dans la plupart de nos pays, l'exécution de beaucoup d'outils en matière de gestion climatique, par exemple le PANA, dans mon pays, est obligé d'introduire les connaissances. Le problème de financement peut poser problème, c'est d'autres. Deux, on est de une des priorités aussi. Merci. Merci beaucoup. On a encore, je vois 2 mains levées. Du coup, on n'a que 1 minute pour terminer. Je ne sais pas qui est Techno Camon 12R, mais peut-être peut prendre la parole. Bon, la main est levée. Et Samuel Samuel, on vous écoute. Ça ne marche pas non plus. Bon, bah, du coup, Adeline, je te laisse le mot de la fin. Et Samuel et Techno Camon 12, vous pouvez mettre vos réflexions dans le chat s'il y a besoin. Donc, merci à tous pour vos réactions. Donc, voilà, vous avez participé à un petit exercice de théâtre. Pu voir le film dans des bonnes conditions. Donc, on partagera la présentation et le film est disponible en ligne et la pièce de théâtre entière est également disponible en ligne. Donc, vous pourrez peut-être, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, y participer. Et voilà, là, vous avez une petite photo de la troupe de théâtre que j'aimerais remercier, qui a mis beaucoup d'énergie à traduire en pièces de théâtre ce que les scientifiques voulaient exprimer. Et un grand merci à vous et à tous ceux qui ont participé à ces expériences de Théâtre Forum et qui ont contribué à des discussions collectives souvent intenses. Et j'aimerais ouvrir juste sur le fait que différentes comme des approches artistiques peuvent être un bon moyen pour permettre de faire discuter des acteurs qui, dans d'autres conditions, ont parfois du mal à échanger. Merci à tous. Merci Adeline. Et je vois dans le chat box, est-ce qu'on peut avoir le lien pour télécharger les PowerPoint et les films? On vous redonnera le lien à la fin du site internet d'Alpha Sahel et et l'équipe postera effectivement le lien vers les PowerPoint, l'enregistrement, etc. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Fiona vous refera passer tout ça très rapidement. Et si vous avez qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le rôle de chacun, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et on va finir cet atelier par une petite discussion en plénière, effectivement pour discuter, suite à toutes ces présentations, comment faire en sorte que ces services climatiques, ces services d'information climatique, soient vraiment utiles pour une prise de décision qui est inclusive de l'ensemble des groupes et des acteurs dont on a parlé dans les différentes présentations. Et on a 2 questions pour vous. À la fois, comment les services d'information climatique pourraient promouvoir une plus grande inclusion des agriculteurs et des pasteurs, éventuellement des pêcheurs ou toute autre activité dans la prise de décision d'adaptation. Donc, globalement, comment on fait évoluer ces services d'information climatique. Et la deuxième question, qui est un peu une sous-question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous,
en tant que chercheur, consultant, travaillant dans une ONG, travaillant dans une autorité régionale ou locale. Comment on doit changer nos propres pratiques pour rendre ces services climatiques plus inclusifs? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour répondre à l'une ou l'autre de ces questions? Je vois des micros ouverts, mais je ne sais pas quelqu'un qui a... Alors, Oui, merci Aurélie. J'aimerais contribuer par rapport à la première question sur les services d'information climatique en me basant essentiellement, du moins ça, beaucoup plus sur les questions de PSP comme outil ou bien comme service d'information climatique pour accompagner les prises de décision pour l'adaptation au changement climatique des communautés. Le premier aspect, c'est en lien avec la confiance que redonnent les prévisions saisonnières. L'issue des PSP, on se rend compte que à l'issue des comparaisons que l'on fait entre les méthodes ou en tout cas les mécanismes de prévision saisonnière communautaire basés sur l'observation et la capitalisation des indicateurs locaux beaucoup plus environnementaux et avec les prévisions scientifiques, l'écart n'est pas toujours très grand. Et ça redonne confiance aux leur propre capacité et la valeur de leur propre observation pour les services d'information climatique. Deuxième point, c'est ça permet également donc de mitiguer les incertitudes. L'information climatique permet de mitiger les incertitudes liées à l'avènement des saisons. Donc, avec l'information saisonnière qui est acquise, l'incertitude au niveau des producteurs sur la durée de la saison ou en tout cas sur la durée de la saison ou la qualité de la saison des pluies, elle est déjà en grande partie résolue. Et avec les évaluations qui permettent de conforter les différentes positions par rapport aux prévisions saisonnières, donc on aboutit à confirmer la fiabilité aussi en tout cas de nos mécanismes, différents des mécanismes locaux, aussi bien locaux, en compte de ces prévisions permet aux producteurs, en tout cas aux communautés, de se conforter sur la fiabilité de leurs mécanismes. Voilà un peu ce que je peux dire comme sur les services d'information climatique. Merci. Merci Boubé. Je vois qu'il y a une autre main levée. Alors, Godefroy? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Oui, merci. Je m'avais réagir sur la première question concernant les services d'information climatique pour promouvoir sa contribution dans la prise de décision pour les agriculteurs. En fait, le processus de prévision saisonnière, ça a commencé il y a toujours un défi majeur qui est lié à la communication ou bien au jargon utilisé dans la transmission de ces prévisions saisonnières. Et comme vous l'avez bien souligné dans votre approche, il y a toujours la confiance, mais aussi le degré de compréhension. Donc, c'est là où les services producteurs d'informations et les utilisateurs de ces informations doivent se comprendre, doivent
s'entendre sur la méthodologie ou bien même sur la terminologie à utiliser pour que le message soit bien compris. Donc là, il y a moyen de se mettre ensemble pour fournir est une chose, mais aussi la compréhension de cette prévision pour que les agriculteurs, même les planificateurs, puissent les intégrer dans leur plan de développement. Et aussi, il y a question de mise à jour parce que il y a mettre bien les services météo, produire des informations des prévisions saisonnières au mois d'avril, mais entre avril jusqu'en septembre, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a des mises à jour régulières? Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires qu'il faut, ou bien des messages d'accompagnement aux agriculteurs pour les donner plus d'informations sur les types de le calendrier agricole face à la variabilité climatique? Ça, c'est des choses qu'il faudra beaucoup réfléchir là-dessus et voir comment améliorer cet aspect. Merci. Merci beaucoup. Donc, je note effectivement un défi sur la communication et la façon dont sont communiquées les informations, mais aussi le fait qu'il ne faut pas seulement communiquer les informations climatiques, mais aussi donner des conseils sur ce que ça veut dire en termes de pratique pour que effectivement l'information climatique soit utilisée. Peut-être, merci beaucoup pour ces premiers partages. Dans la question, il y avait aussi cette idée de faire en sorte que à la fois agriculteurs, pasteurs, et dans certaines de nos méthodologies, parfois on travaille seulement avec les agriculteurs, seulement les pasteurs. Est-ce que il y aurait des conseils de certains d'entre vous ou des leçons apprises à partager pour faire en sorte que justement dans ces approches, on ait l'ensemble des groupes qui soient représentés? Aurélie, je peux apporter des précisions juste par rapport à ça? Oui, vas-y, Sanoussi. En fait, par rapport à cette inclusion, par exemple, pour cette année au Niger, où nous avons conduit le PSP en lien avec le PSP que je connais bien ici, au Niger, nous avons mis ensemble dans la zone pastorale, parce qu'on l'a fait dans une zone qui est pastorale ou qui est agro-pastorale, parce que on a mis ensemble ces différents acteurs, de sorte que toutes les discussions qu'on a eues concernent ces deux acteurs. Il y a des agriculteurs et des agro-pasteurs, et il y a des pasteurs qui vont entrer pour cette saison 2020, a pris en compte les opinions ou les avis des uns et des autres. C'est-à-dire les pasteurs en lien avec leur départ en transhumance et les agriculteurs liés au démarrage de la saison et aussi à la fin de la saison. Parce que c'est là où généralement on a des difficultés. Quand les pasteurs les transhumants font leur transhumance, ça coïncide avec le démarrage de la levée des semis, et c'est là où il y a des fois des clashs entre ces différents acteurs. Du moment maintenant, avec les prévisions 2020, on connaît exactement la date de démarrage de saison. Les décisions qu'on a eues entre les deux, ils se sont compris sur le fait que voilà la saison qui commence, où on commence à mettre sous terre nos semis, et que faire pour les pasteurs qui vont en transhumance parce qu'ils ont entendu que de l'autre côté, là où ils vont, la saison sera plus vite. Donc, c'est toutes ces discussions qu'on fait, et ça rend cette inclusivité des opinions. Chacun a son opinion et on prend en compte ces genres d'opinions dans la planification des différents scénarios. En tout cas, pour cette année, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé à mettre ensemble les deux et on a pris en compte les opinions des uns et des autres, de sorte que la prise de décision est facile. Maintenant, l'autre défi, c'est juste en lien avec la communication et comment poursuivre cette inclusivité
dans la... Merci Sanoussi. Et peut-être une question supplémentaire là-dessus. Est-ce que dans les précédentes éditions PSP, vous faisiez déjà avec les différents groupes? Et sinon, si c'est nouveau, est-ce que vous avez vu une vraie différence en fait en termes de... En fait, ici, dans la zone où nous sommes, par exemple à Dakoro, c'est une zone agro-pastorale. Ce qui fait qu'à la télé PSP, depuis qu'on a commencé, les deux sont là. Maintenant, on le fait en zone pastorale, purement pastorale. Ça, c'est la région de Difa, où c'est un PSP purement pastoral. Ce n'est que les pasteurs qui présentent. Mais partout où on le fait, là où il y a les agriculteurs et les pasteurs, c'est ensemble, on les invite parce qu'on ne pouvait pas faire dans une même zone. Ce que j'avais fait quand c'est en zone agro-pastorale, c'est la zone de Perm à Dakoro. Très bien, merci Sanoussi. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires dans le chat box, n'hésitez pas à remettre vos commentaires. Et puis on peut encore prendre une dernière personne qui veut réagir, une ou deux. Boubé, je vois ta main levée, mais peut-être qu'avant de te redonner la parole, quelqu'un d'autre veut partager son expérience. Ok, merci Aurélie. En fait, c'est juste effectivement pour ajouter par rapport à la question d'inclusion. Dans d'autres approches, au niveau toujours de l'utilisation des plateformes communales d'innovation, donc c'est des plateformes qui sont composées de groupes thématiques où il y a une diversité de représentation. Et ce sont ces plateformes aussi qui participent au même titre que les autres composantes à ces ateliers de partage des prévisions saisonnières ou des ateliers PSP. Donc, on s'assure quand même à travers cette représentation de la plateforme d'innovation qui est multi-acteurs, donc en termes de même des organisations, d'autres organisations communautaires de base. Donc, on assure quand même un certain degré de représentativité en termes de diversité. Merci. Merci Boubé. Déjà et qui représentent différents acteurs et peuvent participer à ces discussions sur les informations climatiques. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire, des idées sur ce qu'on devrait changer dans nos propres pratiques pour que justement on propose des approches encore plus inclusives? Angélica? Oui, merci beaucoup. J'étais un peu étonnée de la question de Fofana par rapport aux montées de ça. Et je voulais savoir si cela n'est pas mis en place au niveau de delta intérieur du Niger, parce que je sais que par l'Internet pour dire que lorsque c'est à 5 mètres pour les deltas, on est à tel niveau et tel village sera inondé. Donc, les indicateurs sont là. Je voulais savoir un peu jusqu'à quel niveau on est aujourd'hui allé pour réaliser ça pour les agriculteurs, pour dire que oui, plutôt les pasteurs, là, ils peuvent amener les animaux, peuvent plus amener des animaux, comment ça fonctionne. Merci. Ok. Je peux? Oui, allez-y, Fofana. Merci. Angélica, merci. En fait, c'était une façon d'attirer votre attention sur l'importance des informations hydrologiques en matière du delta intérieur du Niger au Mali, dans la partie, une bonne partie de la région de Mopti, qui est au centre du Mali. Un autre bureau d'études d'experts
en matière d'hydrologie, il y a un outil qui a été développé qu'on appelle OPIDIN, O-P-I-D-I-N. C'est l'outil de prédiction des inondations. Prédiction des crues pour faciliter la prise de décision au niveau des différents usagers de la ressource eau. Usagers en termes de pastoralistes, en termes d'agriculteurs, en termes aussi de pêcheurs, et même par rapport au transport fluvial pendant la montée des eaux, donc la crue. Donc, c'est un outil d'aide à la prise de décision aussi qui est utilisé. Seulement, la question fondamentale par rapport à cet outil que nous sommes en train d'améliorer, c'est ça prédit, ça donne des informations, mais de façon très précise, comme le souci qui existe au niveau des informations météorologiques. Par exemple, on peut dire dans tel ou tel village, quel sera le niveau de la crue. C'est quand elle a donné la réponse par rapport au modèle togolais en matière de prédiction des crues avec la bande, l'échelle vert jaune rouge qui facilite. Il y a un besoin de combiner ces deux pour faciliter la prise de décision automatiquement au niveau communautaire, par exemple par rapport à la montée des crues. Il est facile, par exemple, dans l'utilisation des informations OPIDIN, que les agriculteurs comprennent que voilà, le niveau de crue va atteindre tel ou tel et ne va pas atteindre tel ou tel, et à partir de là, ils peuvent prendre des dispositions pour voir quel type de semence ils vont utiliser dans la riziculture, par exemple. Et la même chose, quand est-ce qu'on doit mettre les animaux dans les bourgoutières ou quand est-ce qu'il ne faut pas les amener dans les bourgoutières. Donc, ça donne ces informations. Mais pour les villages concrètement, qui sont susceptibles d'être inondés, voilà, ça donne de façon très large les informations. Mais quelqu'un le disait, la communication autour de ces informations, on est en train de travailler là-dessus, Angélica, pour voir comment est-ce que ces informations soient plus utilisables voilà, et pour les communautés. Et aussi pour que vraiment toute voilà, et la partie puisse utiliser, la partie inondée du delta. Donc c'est un peu cela, c'est trop restreint plutôt. Ça concerne une partie, mais il faut aller au-delà pour que d'autres zones aussi puissent en bénéficier. Voilà, c'est le commentaire que je pouvais faire par rapport à la question de Angélica. Vous pouvez tous aussi taper www.opidin.org où vous allez avoir toutes les informations liées à cet outil. C'est en temps réel aussi. Merci beaucoup, Fofana, pour ces précisions très utiles. Et je pense qu'ils nous permettent de bien clôturer parce que je vais devoir rendre la parole à Sanoussi. Mais effectivement, qu'il y a des points qui ressortent beaucoup sur l'inclusivité, mais effectivement, la manière de communiquer les informations, le fait de faire de la coproduction de savoir qui permet aussi d'impliquer impliquer au mieux les communautés et les utilisateurs et prendre en compte ces savoirs endogènes et locaux qui sont très importants. Et effectivement, le fait d'avoir des données de qualité, mais qui ne sont pas distribuées dans un jargon qui n'est pas forcément compréhensible. Et après, la précision de ces informations est effectivement aussi importante. Donc, et puis, je vais laisser la parole à Sanoussi pour conclure. Et s'il y a des points qu'on n'a pas abordés et que vous voulez voir apparaître dans les notes, parce qu'on n'a pas eu le temps, n'hésitez pas à les mettre dans le chat box d'ici la fin. Merci Aurélie et merci aussi à tous pour ces discussions intéressantes que nous avons eues. Ces 2 heures, on n'a pas vu le temps passer. Je pense que c'est vraiment intéressant et merci à vous tous. Et pour les prochaines étapes, l'idée c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est sorti de ce sera mis en ligne sur le site de Alpha Sahel. Maintenant, nous prévoyons
avec les périodes de congé pour le prochain webinaire. Nous prévoyons de le faire en septembre sur un thème qui est aussi ressorti des deux premiers webinaires et qui est, à nos yeux, paraît beaucoup plus intéressant. C'est un thème qui concerne l'équité et mesures dans l'équité genre est prise en compte dans la résilience climatique, et nous allons essayer là aussi de partager les différentes expériences, de partager avec vous les différentes expériences que nous avions ensemble dans nos différents projets. Et nous allons, pour la liste de emails, vous pouvez du moins partager vos idées et aussi vos publications. Fiona, en envoyant les invitations faites dans une liste, vous pouvez répondre autour de ça. Et ensemble, maintenant, nous allons essayer de continuer à explorer toutes les possibilités d'un événement présentiel. En fait, c'est ce que j'avais dit au début, en lien avec l'évolution de cette saison. Nous sommes toujours sur notre position de vouloir organiser ce Alpha Sahel, où nous pouvons tous nous retrouver et bien discuter en présentiel sur cette question de résilience en fonction des différentes thématiques sur la résilience au Sahel de façon globale. Donc, voilà pour les prochaines étapes. Voilà pour les prochaines étapes. Voilà. Donc, c'est vraiment le lieu de encore vous remercier au nom de toute l'équipe d'organisation de Alpha Sahel. Nous avons eu 2 heures de discussion intense et nous avons pu recueillir beaucoup de données que nous allons, comme je l'ai dit, partager. Donc, c'est le lieu de vous remercier tous. Et si on pour nous dire au revoir et à la prochaine. Vraiment, merci beaucoup et merci à tous. C'est vraiment, vous avez été impeccable durant ces 2 heures et vraiment merci beaucoup. On s'attrape en septembre sur l'autre thème que j'avais évoqué tantôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à vous. Bye bye. Merci. Bye bye. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir Fiona. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. À septembre. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Okay.